Nous allons accueillir maintenant Benjamin Cesse, qui est journaliste et auteur et qui va vous présenter ses invités pour répondre à une question: comment mettre notre alimentation en sécurité sociale? Bonjour à tous et à toutes. Donc l'intitulé de cette table ronde, c'est comment mettre notre alimentation en sécurité sociale, le conventionnement pour aller vers une alimentation choisie en connaissance de cause. Juste avant d'entamer, parce que je ne savais pas si ça allait être précisé par Dominique Paturel ou Jean-Claude Balbot, je peux vous dire en deux mots le modèle un petit peu majoritaire qui a été pour l'instant adopté dans le cadre des expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc le principe, pour pouvoir voilà, entamer la discussion, donc le principe c'est celui du conventionnement à partir de caisses locales de l'alimentation. Donc une caisse locale de l'alimentation est créée sur un territoire, ça peut être différentes échelles, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un département. À cette caisse de l'alimentation, il y a des familles et des personnes qui adhèrent, qui vont cotiser à la caisse selon leurs moyens et selon le modèle majoritaire, vont toutes recevoir une même somme mensuelle à dépenser dans une alimentation qui sera conventionnée. Conventionnée, c'est-à-dire que au sein de cette caisse locale de l'alimentation, il y a un comité citoyen qui regroupe donc certaines personnes de la caisse locale et qui va de façon démocratique décider de critères de conventionnement pour ensuite conventionner des produits ou des fournisseurs sur la base de ces critères, qui peuvent être, ça on va en parler justement, qui peuvent être sociaux, écologiques, santé, sanitaire. Donc voilà pour le principe. Juste pour vous expliquer, voilà, donc on va en discuter. L'idée c'est d'articuler la discussion autour de trois idées un peu phares qu'on va aborder avec les intervenants et intervenantes. Et ensuite, il y aura évidemment un temps d'échange avec vous pour les questions complémentaires que vous aurez envie de poser, pour creuser certains points. Donc en gros, je sais pas, là, il nous reste combien de temps Normalement, on a jusqu'à midi. Alors, voilà, 10h10, ça va, on est bien. Donc l'idée, c'était de prévoir à peu près 20-25 minutes sur chacune des idées. Et ensuite, comme ça, il nous restera à peu près 45 minutes pour pouvoir échanger avec la salle. Donc j'ai préparé un petit mot introductif. Et après, je vais présenter les intervenants et comme ça, on pourra entrer directement dans le vif du sujet. Donc le but de la sécurité sociale de l'alimentation, après vous rectifierez, vous préciserez, hein, c'est un résumé, c'est donc notamment la transformation de notre système alimentaire pour répondre à des enjeux sociaux, notamment de lutte contre les inégalités alimentaires, mais aussi à des enjeux de santé publique et écologique qui nous concernent tous, ce qui explique la dimension universelle de ce projet. Donc voilà, donc je vous propose que ce matin, on s'intéresse d'abord à la manière dont le conventionnement peut contribuer à transformer notre système alimentaire en influençant l'offre et en orientant la consommation. Et puis qu'on aborde la question de la démocratie et de la construction du consensus dans le cadre du conventionnement. Hop. Alors maintenant, je vais vous présenter rapidement les différents intervenants et intervenantes. Donc, nous avons ici Pierre Leroux. Pierre Leroux, vous travaillez pour le réseau Cohérence, un réseau associatif et citoyen qui agit pour la transition écologique. Et à ce titre, vous co-animez à Lorient un groupe d'habitants qui travaille depuis bientôt 2 ans à la création d'une caisse commune de l'alimentation qui devrait être lancée au mois de mai. Nous avons
Dora Tilly. Donc Dora, vous êtes retraitée, membre de la Caisse locale de l'alimentation de Cannay, une petite ville de 4000 habitants dans le Vaucluse. La caisse a été lancée le 1er avril 2024. Auparavant, il y a eu 2 ans de travail pour la créer. Et vous avez participé à ces 2 ans de réflexion et d'apprentissage collectif avec une quarantaine d'autres personnes. Plutôt 15. Ici, nous avons Manuel Sevilla. Donc Manuel, vous êtes salarié de la Caisse alimentaire commune de Montpellier qui a été lancée début 2023 et à laquelle cotisent aujourd'hui 500 foyers, je crois. Vous êtes coordinateur, c'est-à-dire que vous faites le lien entre le comité citoyen de la Caisse et d'autres structures qui, dans la métropole de Montpellier, sont également engagées dans la transformation du système alimentaire local. Et nous avons à côté de vous Gabin Guimau. Gabin, vous êtes doctorant et membre du comité citoyen de la Caisse alimentaire commune de Montpellier, qui compte une 50aine de membres. Et vous faites partie du groupe de travail conventionnement qui organise les débats, les animations qui vont ensuite permettre au comité citoyen de décider quel produit ou quel fournisseur conventionner. Et enfin, nous avons avec nous Juline Lamarque. Donc Juline, vous êtes ingénieure agronome et étudiante en sciences sociales de l'alimentation. Et vous êtes membre depuis septembre 2024 de la Caisse Alim de Toulouse, lancée en janvier 2023. Et c'est en fait la fédération de 4 petites caisses implantées dans 4 territoires différents. Et aujourd'hui, un des enjeux de votre mission au groupe de travail conventionnement, c'est de réussir à harmoniser le conventionnement, les chartes de conventionnement prises dans chacune de ces 4 caisses. Voilà, les présentations sont faites. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était donc l'un des objectifs de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de favoriser le développement d'une offre alimentaire plus saine et plus durable. Est-ce que le simple fait de flécher de l'argent via le conventionnement vers ce type d'alimentation peut suffire à faire évoluer l'offre locale ou c'est plus compliqué que ça? Et dans ce cas, que mettez-vous en œuvre auprès des producteurs et distributeurs locaux pour favoriser cette transformation? Pour lancer un petit peu les échanges, je pensais à vous, Juline. Vous me disiez notamment que au sein de la caisse, vous étiez réceptif au retour des professionnels qui disent parfois que les chartes de conventionnement sont en décalage avec leur réalité. Ouais. Est-ce que ça marche le micro? Ouais, ok, nickel. Du coup, oui, tout à fait. En fait, le conventionnement dans notre caisse à Toulouse, en gros, a pris place depuis le début du projet. Mais récemment, par le fait qu'on change de statut, qu'on devient une association, on a commencé à le repenser et aussi à collecter les avis, les remarques des producteurs, productrices, transformatrices, etc., qui participent au projet. Et l'un des retours massifs, c'est qu'ils souhaitaient être plus inclus en fait, dans ce processus de conventionnement. Et voilà. Et du coup, pour ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire revoir avec eux les guides de conventionnement, les chartes aussi, parce que c'était une demande de leur part, et aussi pour que nous, en tant que population, habitants-habitantes et membres de Caisse Alim, on ne soit pas totalement déconnectés de la réalité du terrain et de leur réalité à eux. Est-ce que à Toulouse, Gabin Emmanuel, Gabin, vous me disiez comment on construit le conventionnement avec les producteurs? Oui, alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. À Montpellier, du coup, on a eu un peu le même parcours qu'à Toulouse sur ce point-là. En fait, donc, je pense qu'on a construit, avec le comité citoyen, on a construit d'abord des grilles de conventionnement avec des critères de conventionnement, etc. etc. Donc, que entre nous au début, donc c'était il y a 3-4 ans. Et donc, on a conventionné un certain nombre de lieux, de lieux d'alimentation de cette manière-là. Et aujourd'hui, on construit de nouveaux critères, notamment sur des transformateurs, des boulangers, des bouchers, etc., etc. Donc on réfléchit toujours à quelle alimentation on souhaite manger et donc pour ça, du coup, on définit des critères de conventionnement. Et donc très récemment, oui, on s'est mis à travailler de façon assez proche avec des gens qui travaillent du coup vraiment dans le secteur alimentaire, donc des boulangers notamment. Et donc c'est un travail assez fécond, du coup ça permet d'avoir des grilles qui sont un peu plus simples à partager, à expliquer aux gens qu'on va voir qui ne sont pas non plus familiers du projet, c'est quand même
quelque chose qui est assez compliqué pour des gens qui ne sont pas habitués à ce type d'initiative. Et donc, nous, ça nous aide pas mal en ce moment à travailler là-dessus. Manuel, est-ce qu'on peut juste donner un peu une idée de, quand on parle de critères de conventionnement, qu'est-ce que ça peut être? Sur quels critères on peut se baser dans le cadre d'une caisse de l'alimentation pour décider de conventionner avec tel produit ou tel fournisseur? Et puis après, j'aurai éventuellement une question, mais juste, je pense, cette précision aussi pour... Oui, du coup, c'est des critères un peu généraux. C'est pas un scoring, c'est au niveau de est-ce que la production elle est durable, est-ce qu'elle est accessible géographiquement, est-ce qu'il y a une éthique au travail pour les salariés des points de vente. Voilà, c'est des critères qui sont un peu généraux. Et après, il y a une enquête qui est faite et du coup, on teinte un avis qui est présenté après en comité citoyen pour validation. D'accord. Et effectivement, je me demandais, est-ce qu'il suffit, parce que l'idée, un peu, c'était, ben, on met de l'argent qu'on oriente sur la base de tels critères, donc on dit aux consommateurs, vous pouvez dépenser cet argent pour acheter tel type de produit selon tel critère, et est-ce que automatiquement, le fait de faire ça, d'injecter de l'argent fléché, eh ben, ça peut transformer une offre alimentaire locale? Est-ce que du coup, automatiquement, les commerçants, les producteurs vont se dire, ah bah, il y a de l'argent qui va vers tel type, bah, du coup, je vais essayer de m'adapter pour capter cet argent? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce qu'il faut mettre d'autres choses en place pour pouvoir faire évoluer l'offre alimentaire locale? Ouais, c'est une des briques. Aujourd'hui, l'expérimentation de Montpellier, elle est rentrée dans sa phase 2 depuis fin 2024 et maintenant on est dans un cadre qui est un peu plus ambitieux. Un projet qui s'appelle Terrasol pour territoire agricole et alimentaire solidaire qu'on coporte avec 17 autres structures. Donc il y a essentiellement des associations, mais aussi les collectivités, la ville et la métropole et des acteurs économiques classiques. L'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir une approche solidaire en fait de la transformation des paysages alimentaires pour plus de durabilité. Et notamment, justement, c'est là où la caisse est devenue une des 12 actions de ce grand projet Terrasol. La métropole porte elle aussi une action qui vise à transformer les paysages alimentaires et on est associé à cette démarche-là. Quand on fait la cartographie aujourd'hui des points de vente en fait qui sont conventionnés, on se rend compte qu'il y a des localités dans la métropole qui sont pas dotées en offre d'alimentation durable. Donc là, l'idée, c'est de coopérer avec nos partenaires pour voir comment on peut, soit dans les localités où l'offre est existante mais pas satisfaisante, comment on fait pour que les épiceries transforment en fait leur système d'approvisionnement pour plus de durabilité. Et donc là, le conventionnement, il vient appuyer en fait un accompagnement des épiceries en disant bah, si vous transformez, il y aura derrière un chiffre d'affaires qui risque d'augmenter grâce à la Mona, parce que du coup, il y a des expérimentateurs qui utilisent la Mona dans ce quartier-là. Et si du coup il n'existe rien du tout sur ce qu'on appelle les déserts alimentaires, hein, s'il n'y a pas d'offre du tout dans les quartiers, comment est-ce qu'on crée des initiatives citoyennes? Comment est-ce qu'on s'auto-organise pour monter des groupements d'achat, des épiceries de quartier? Et donc là, c'est carrément les grilles de conventionnement qui permettraient de créer des initiatives citoyennes. D'accord. Vous disiez aussi que là, en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à comment on accompagne les entreprises existantes vers le changement, et notamment à travers un projet de caisse commune d'investissement. L'idée étant de démocratiser l'investissement grâce à un fonds commun solidaire à destination des fournisseurs. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée d'accompagner les commerçants et les producteurs existants vers le changement? Ouais, du coup, il y a un double enjeu en fait à cette deuxième caisse qu'on est en train de lancer, hein, qui s'appelle la caisse commune d'investissement. L'idée, c'est à la fois la transition, ça demande de l'investissement, du coup, d'équiper un peu les points de vente, mais aussi rendre les points de vente acteurs en fait de l'expérimentation qu'on est en train de monter, qui participent eux-mêmes à la gouvernance. Et du coup, l'idée de cette deuxième caisse, c'est de se dire de la même façon qu'on a proposé aux mangeurs de mutualiser un budget en commun pour l'alimentation, l'idée de cette caisse, c'est de proposer aux points de vente de contribuer à cette caisse-là pour décider ensemble quels investissements on veut faire pour l'avenir et pour transformer la métropole. D'accord. Et ce seraient des investissements qui seraient financés comment? Et justement, les contributions des points de vente, de la subvention, du mécénat, et se dire comment est-ce que, voilà, déjà on est en train de faire un peu l'état des lieux de ce serait quoi les besoins. Mettons un groupement d'achat, ça voudrait dire acheter des frigos, et en fait ça permettrait ça, cette caisse-là. C'est comment est-ce qu'on achète des balances, des frigos, un camion, pourquoi pas, enfin voilà. On est en train de faire cet état des lieux. Dora, il me semble qu'à Canet aussi, vous aviez un peu cette idée de caisse d'investissement.
Voilà. Enfin, je vous en prie. Oui, oui. Donc à Cadenet, nous, on a imaginé effectivement de faire une caisse d'investissement. Enfin, imaginé, ça a été décidé démocratiquement par l'ensemble des membres. Ça a été, et de la financer avec on rembourse 150 € par mois depuis 2 ans maintenant aux membres usagers de la caisse, mais tout le monde ne dépense pas ces 150 € et on a décidé tous les 3 mois les sommes qui ne sont pas dépensées. Au bout de 3 mois, elles sont mises dans ce fonds d'investissement qui, à terme, on n'a encore pas décidé comment on va l'utiliser. À une époque, il a été imaginé que on pourrait l'utiliser pour faire une épicerie associative parce que l'épicerie du village avait fermé. Bon, finalement, il y a une autre épicerie. Mais effectivement, voilà, on a une caisse et on ne sait pas encore comment on va l'utiliser, mais c'est potentiellement pour aider des agriculteurs à modifier leurs pratiques. Voilà, parce que comme nous, on ne finance pas les lieux d'achat, mais on finance les produits chez 3 partenaires de l'expérience. Et du coup, et en plus, on a 3 niveaux de remboursement. On a essayé de se caler un peu sur le modèle de la santé. Et donc, on rembourse certains produits à 100%, certains produits à 70%, certains produits à 30%. Et ça laisse une marge de possibilité d'évolution aux producteurs qui sont seulement remboursés à 70%, par exemple. Donc, voilà. Ok. À Lorient, Pierre, vous êtes aussi dans cette idée d'accompagnement des producteurs. D'ailleurs, dans l'idée, vous allez même assez loin, puisque l'argent cotisé au sein de la caisse de l'alimentation ne servirait pas à soutenir l'achat en étant redistribué aux consommateurs, mais servirait directement à rémunérer les producteurs et productrices, un peu comme dans une AMAP, et à plus long terme à soutenir leur investissement, comme l'achat de foncier, de matériel, d'outils de transformation. Oui, l'idée du groupe habitantes de Lorient, c'est d'aller vers un moyen de sécuriser, de mettre en sécurité les travailleurs et travailleuses de l'alimentation, donc les producteurs, productrices et les transformateurs, transformatrices, par une rémunération directe de la caisse qui serait décorrélée de leur production directement. Donc ça, c'est l'idée soutenue par le groupe. Et dans ce cadre, du coup, l'idée, c'est plutôt d'aller vers de salarier ces travailleurs, travailleuses de l'alimentation pour permettre de mettre à disposition l'alimentation. Et donc, en allant vers ce projet-là, se pose aussi la question, effectivement, une fois qu'on a salarié les personnes qui travaillent, comment on soutient l'investissement pour faire fonctionner les fermes, pour faire fonctionner les cuisines, pour faire fonctionner les points de vente. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte dès le début, avant même le lancement de la caisse, là, dans la volonté du groupe d'habitants à Lorient. Merci. Donc on voit que pour essayer de transformer l'offre alimentaire, on n'est pas juste dans de l'incitation financière via de l'argent qui est mis sur la table et que les producteurs ou fournisseurs peuvent essayer de capter. On est dans un accompagnement via aussi de l'aide à l'investissement. Et aussi ce que vous me disiez, Juline, c'est qu'il y a aussi du coup c'est un échange. C'est-à-dire, vous me dites, nous, c'est pas figé aussi. On n'est pas sur des critères de conventionnement forcément stricts qu'on impose aux fournisseurs et aux producteurs en disant, bah voilà, nous, ce qu'on veut, débrouillez-vous. On est aussi dans un échange et du coup aussi dans une certaine souplesse. Vous me disiez que les grilles d'évaluation, enfin pas d'évaluation justement, les grilles pour un petit peu quand vous allez interroger, voir de potentiels fournisseurs, vous me dites c'est pas une évaluation, c'est plus pour comprendre comment on fonctionne et un échange. Et aussi, vous me parliez d'une certaine souplesse aussi sur les critères. Voilà, si vous pouvez développer. Ouais, totalement. Du coup, les grilles qu'on utilise quand on va voir rencontrer les producteurs productrices, comme ça a été dit tout à l'heure, il me semble, c'est pas du scoring, c'est pas on coche, on met des points et on obtient un score à la fin. C'est vraiment une grille, un suivi en tout cas qu'on va utiliser comme un guide pour apprendre à connaître
la personne qu'on rencontre, son travail, sa réalité, etc. Et je rebondis, ça me fait penser à quelque chose, mais il y a certains freins symboliques notamment à l'achat de certains aliments en fait, où des populations par exemple se disent ah mais je vais pas mettre tant d'argent dans ce produit-là, symboliquement c'est très difficile de faire ce passage-là. Et il me semble que du coup aller sur le lieu de production des professionnels agricoles, ça permet aussi de comprendre d'où vient ce prix, pourquoi, de faire du lien en tout cas, et de casser un petit peu cette barrière symbolique. Dora, à Canet, vous aussi, vous êtes un petit peu dans... Est-ce qu'il y a une évolution des critères par rapport à des retours des fournisseurs, par rapport notamment au barème que vous avez établi, tel produit, c'est 30% de remboursement, sur celui-là, c'est 60 ou 70, et sur celui-là, c'est 100%. Est-ce que il y a eu des évolutions du fait de retour des fournisseurs eux-mêmes ou... Du fait des retours des fournisseurs, pas vraiment, mais nous, ce qui s'est posé comme question à un moment, c'est d'intégrer un critère plaisir, et ça a été débattu au sein à savoir, est-ce qu'on conventionne des produits qui sont a priori pas très bons pour la santé, les chips ou l'alcool, ça s'est posé aussi, le vin, la bière. Et on a discuté ça ensemble, et finalement, comme on attribue des différents taux de remboursement, ben on s'est dit on peut mettre un taux de 70% à des chips, parce que plutôt que d'aller acheter des chips au supermarché, ben au moins ils vont les acheter avec des productions qui sont vertueuses, et c'est mieux que d'aller vers les produits de l'agroalimentaire. Donc c'est plutôt comme ça. Mais sinon, il y a des échanges vis-à-vis entre les producteurs et les consommateurs au niveau du magasin de producteurs, par exemple. Il y a, on entend des retours comme quoi les consommateurs de la caisse, donc ils sont fiers d'encourager les producteurs à faire du bon travail, quoi, entre guillemets, pour pas être moralisatrice. Et les producteurs aussi sont reconnaissants de cet investissement de la caisse pour les aider à travailler. Merci. Je vous propose du coup que, puisque ça commence à être un petit peu abordé par Juline et Dora, sur l'aspect plutôt consommateur du coup. Toujours sur cette idée du conventionnement comme outil de transformation du système alimentaire, la question que j'aimerais aborder maintenant, c'est comment les consommateurs et consommatrices, comment amener les consommateurs et consommatrices vers le modèle d'alimentation souhaité, d'abord collectivement, lors du choix des critères pour conventionner, parce que le but de la SSA, il y a quand même des enjeux écologiques de santé publique, donc on laisse les consommateurs décider au sein du comité, mais comment faire pour que ces décisions qui sont prises par ces membres du comité correspondent un petit peu à l'objectif souhaité. Ensuite, individuellement, est-ce qu'il suffit de mettre de l'argent à disposition de manière fléchée pour que automatiquement ça fasse évoluer les pratiques alimentaires? Voilà. Qui veut commencer sur... Bon, je peux commencer avec le retour d'expérience de Montpellier. Donc, nous, sur notamment la première phase de l'expérimentation, on a eu pas mal de travail de recherche, notamment sur la question des changements de pratiques alimentaires. Et du coup, les gens qui avaient accès à de la monnaie alimentaire à dépenser seulement dans certains lieux conventionnés. Donc du coup, il y a eu des changements de pratiques alimentaires au niveau des lieux d'achat, donc des gens qui n'allaient plus dans certains lieux et qui du coup se déplaçaient davantage pour se rendre dans des lieux, on va dire, du système alimentaire alternatif à Montpellier, on va dire. Et aussi des changements de pratiques alimentaires sur des produits, donc notamment des produits plus onéreux, et donc notamment des gens qui se permettent de acheter à manger pour inviter des amis pour une occasion, etc. etc. Donc ça fait partie du travail de conventionnement de réfléchir à comment ça va orienter les changements de pratiques alimentaires par la suite. Et bon, ça c'est une hypothèse. Pour l'instant, les gens ne reçoivent qu'environ 150 € par mois de monnaie alimentaire. Et donc c'est vraiment ce travail-là qu'on essaye de mener et d'essayer de conventionner, parce qu'on ne peut pas conventionner non plus toute la métropole de Montpellier, on n'a pas les bras pour le faire, ou en tout cas tout le système alimentaire alternatif.
Et du coup, voilà, il y a vraiment une réflexion, il y a vraiment une stratégie de conventionnement d'aller vers des lieux qui auraient le plus de potentiel de changer les pratiques alimentaires des expérimentateurs et expérimentatrices de la caisse. Il me semble, enfin, je pense que dans cette question, il y a la première question qui est sur comment faire en sorte que les conventionnements aillent dans un sens vers une alimentation plus durable et plus saine. Et donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'aborder tout le travail souvent qui est fait en amont de la création des caisses ou qui est fait avec le comité citoyen et qui en fait correspond à l'idée d'une alimentation choisie en connaissance de cause. Donc si vous voulez en parler un petit peu de tout ce travail sur d'acquisition des connaissances, d'apprentissage qui est effectué au sein des caisses. En effet, la grille pour établir cette grille de conventionnement qui a été basée donc sur, enfin, nous on a choisi 5 critères, c'est un peu partagé par les autres caisses, hein. L'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé, la taille des exploitations, les conditions de travail des acteurs de la chaîne alimentaire et la dépendance vis-à-vis de l'agro-industrie. Ces critères-là, on les a évalués donc au sein de ce groupe qui a travaillé pendant 2 ans en amont de la création de la caisse. Et ça a été fait à l'issue effectivement d'un cycle d'apprentissage en commun pour construire cette connaissance commune. Et bon, on a été guidé en ça par des animateurs un peu qui étaient férus en éducation populaire. Et le cycle d'apprentissage, il s'est fait à chaque fois. Chaque thème était développé sur trois réunions. En premier, on avait un apport de connaissances. Après, il y avait un débat contradictoire. Et la troisième séance, ça c'était une séance tous les 15 jours. Hein. Et la troisième séance, on débattait en petits groupes et on essayait de s'approprier et de se positionner par rapport à ce qu'on avait appris. Et au fil du temps, donc ces 3 apprentissages, c'était sur le système alimentaire, la sécurité sociale et la démocratie participative. Eh bien, au fil du temps, on a construit quelque chose et ça a fait groupe. Et en plus, ensuite, quand la caisse a été créée, on a continué ces séries d'apprentissages. Et pour les prises de décision sur ce qu'on conventionnait ou la caisse de conventionnement, la caisse d'investissement, ou quand on démarrait effectivement la caisse, parce qu'entre le recrutement des membres de la caisse et le démarrage de la caisse effective, il y a eu 6 mois de réunions. Et tout ça, ça se faisait les décisions se prenaient au consensus à l'issue de 3 séances. C'est-à-dire qu'on d'abord on fait un apport de connaissances, ensuite on réfléchit, et c'est au bout de la 3e séance seulement que on prend la décision, et c'est soit au consensus, soit par gestion du consentement, avec des techniques de débat mouvement. Au début, on pose une question, c'est ça ou c'est ça, donc on se positionne dans l'espace, et puis chacun donne ses arguments pourquoi il a choisi de prendre cette décision-là. Et ça peut changer, ceux qui étaient dans un groupe, ils peuvent dire « Ah bah ouais, tiens, je suis convaincu, je vais dans l'autre sens ». Et au fur et à mesure, ceux qui n'étaient pas forcément d'accord, finalement, ils sont d'accord et on prend les décisions comme ça. Et nous, en plus, c'est au niveau de la caisse, c'est pas un comité citoyen, c'est l'ensemble des membres au sein des réunions plénières qui fonctionnent comme ça. D'accord. Pierre, vous me disiez que vous avez eu 9 mois de préparation d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce processus, sur quel type d'information, quel type d'apprentissage? Enfin... Oui, nous au départ à Lorient, on a lancé un travail donc avec donc l'association pour laquelle je travaille, Cohérence, et une autre association qui s'appelle Optimisme, avec un groupe d'habitants autour simplement d'un parcours d'apprentissage en commun. Il n'y avait pas du tout, enfin en tout cas pas l'idée d'aller forcément vers une caisse locale. L'idée c'était plutôt de comment on construit la connaissance de cause, comment on construit une légitimité, en tout cas un sentiment de légitimité pour les habitants habitantes de proposer quelque chose après sur le territoire. Et nous, on avait choisi de travailler simplement de proposer les 2 premières séances, une autour de qu'est-ce que c'est que la précarité alimentaire, et une autre autour de qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire. Et il y a eu 9 autres séances du coup, qui ont été décidées au fur et à mesure par les habitants habitantes sur des sujets qu'ils avaient envie de travailler.
Donc ça a été c'est quoi le système alimentaire local, après sur c'est quoi les jeux de pouvoir dans le système alimentaire, etc., etc. Et c'est par cet apprentissage en commun qu'au bout d'un moment, ils ont choisi de dire, bah ok, nous, après ça, on a envie d'aller vers une caisse locale de l'alimentation, parce qu'ils avaient entendu parler de ce qui se passait à Montpellier, à Cadenet, que ça leur parlait bien, que ça semblait en tout cas toucher un peu tous les critères de ce qu'ils avaient travaillé pendant ce parcours d'apprentissage. Juste un petit mot pour dire, c'est que ce parcours d'apprentissage, depuis qu'il a duré 9 mois, en commun, mais en fait, à la fin du parcours d'apprentissage, un des constats, c'était en fait, c'est pas assez, quoi. Et il va falloir qu'on continue de se former tout au long du montage de la caisse locale, puis aussi en continu après. Et donc, du coup, il y a cette envie cette continuité de se former. C'est pour ça que, notamment, il y a certaines qui sont là aujourd'hui et qui essayent de continuer de se former sur tous ces sujets-là tout au long de l'expérimentation. Juline, vous parliez aussi des visites de producteurs et sur l'importance de... Après, si vous voulez réagir, Dora aussi, c'est possible. Oui, en fait, nous aussi, on s'est posé cette question au sujet du conventionnement et du manque de compétences qu'on avait, et que pour adapter c'est un peu je réponds à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, en fait. Parce que c'est vrai que certains producteurs, ils nous disaient, oui, on nous demande d'être producteur, d'être vendeur, de faire tout à la fois. Et nous, nos critères de sélection, de conventionnement, ils étaient peut-être un peu trop sévères. Et effectivement, on va vers on cherche à se former, à faire des visites de ferme, à leur demander comment ils travaillent. C'est la démarche finalement à laquelle on aboutit, comme à Toulouse. Et du coup, oui, Juline, vous parliez des visites de producteurs et vous parliez de l'importance que les consommateurs puissent comprendre en fait comment ça fonctionne, quelles sont les réalités des commerçants, des producteurs, leurs contraintes, leurs besoins pour pouvoir aussi eux-mêmes faire leurs propres choix. Ouais, carrément. En fait, dans l'histoire de la caisse, bon, j'étais pas là au début, donc il me semble. Il y a eu tout un parcours, un peu comme vous disiez, d'apprentissage en commun pour construire une charte, pour construire des guides, etc. Et après, quand l'expérimentation a commencé réellement, que d'autres personnes ont intégré, et ben, cette dynamique de connaissance, d'apprentissage a continué. Et ça s'est fait par des ateliers, par du coup des associations, des professionnels qui venaient, et aussi par les membres de la caisse qui se rendaient sur le lieu de distribution, de transformation, de production. Et c'est une chance parce que tout le monde n'a pas accès à ce genre d'informations. Et voilà, c'est aussi comme ça que se construit une légitimité dans nos votes, en fait. Puisque pas tout le monde n'a ce sentiment de légitimité, soit quand on n'est pas un homme cis blanc, etc. Donc c'était très important de le construire, et notamment en allant sur place. Merci. Et du coup, ensuite, individuellement, une fois que le conventionnement est fait, une fois que les critères sont décidés par le comité citoyen, et que du coup, on dit au reste des adhérents de la caisse, quand c'est le cas, ben, maintenant, voilà, l'argent que vous allez recevoir chaque mois, il va être destiné à le dépenser pour tel type de produit, à tels endroits pour tel type de produit. Est-ce que ça c'est suffisant pour faire évoluer les pratiques des adhérents de la caisse, de tous les adhérents de la caisse, ou est-ce qu'on se rend compte que parfois, en fonction des réalités vécues par ces ménages, en fonction de leur propre vision de l'alimentation, etc., en fait, l'argent ne suffit pas à faire évoluer leurs pratiques, et qu'il faut aussi mettre en place d'autres choses, voire aussi parfois prendre en compte, eux, leurs propres remarques et observations pour faire évoluer les critères. Est-ce que à Montpellier, vous avez un peu de recul, puisque vous avez fait une évaluation notamment Ouais, effectivement, le frein économique, c'est pas le seul frein en fait au changement des pratiques de consommation. On a pris l'habitude de voir ces grandes et moyennes surfaces où on a tout à disposition. Enfin, c'est
il n'y a pas de grandes et moyennes surfaces qui sont conventionnées à la Caisse à Montpellier. Du coup, c'est comment est-ce qu'on transforme les produits bruts, comment est-ce qu'on planifie son approvisionnement, où est-ce qu'on va. Enfin voilà, ça demande beaucoup de changements en fait, d'utiliser la Mona. Donc nous, on a une démarche un peu développement du pouvoir d'agir et éducation populaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner, en fait, répondre à ces besoins-là? Donc là, dans le cadre de Terrasol, toujours, il y a les maisons de l'alimentation solidaire, par exemple, qui sont en train de se monter. Donc, c'est l'ambition, c'est d'avoir des maisons de l'alimentation solidaire dans chaque quartier. Pour l'instant, il y en a 5. Donc là, l'idée, c'est comment on cuisine ensemble, qu'on apprend, parce qu'on n'est pas forcément équipé à la maison. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. On s'est rendu compte dans la phase 1 que les plus gros qu'on a, c'est un supermarché coopératif et la Biocoop à L2, elle capte l'essentiel, enfin une grosse partie de la Mona. Ça nous interroge sur comment en fait, quand on dit qu'on veut une rémunération juste pour les producteurs, est-ce que quand la Mona elle va dans les supermarchés coopératifs, on est bien dans ce deal-là? Donc là, ça questionne énormément. On n'est plus comme nos grands-mères à aller faire la tournée du fromager, du boucher, du primeur. Donc voilà, comment est-ce qu'on accompagne tous ces changements? D'accord. Je pensais notamment à ça parce que sur la question des retours qui peuvent être faits, sur la question aussi des limites qui ont pu être constatées lors de l'évaluation, est-ce que ça vous a fait réfléchir sur des critères? Est-ce qu'il y a des retours de consommateurs qui vous ont dit, ben, là, il y a tel critère qui est établi, mais voilà ce que ça veut dire comme contrainte pour moi, ou ça correspond pas à ce que je peux faire, et du coup qui vous a amené un petit peu à réviser soit les critères, soit votre manière de les définir, de fonctionner? La plupart du temps, ce que les gens nous disaient, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux conventionnés, notamment pas assez de lieux à côté d'où ils habitent, à côté d'où ils travaillent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mené une stratégie pour essayer de pallier ce truc-là. Mais dans plein d'endroits, dans plein de communes de la métropole de Montpellier, on n'est pas implanté, dans plein de quartiers, on n'est pas implanté. Et il n'y a pas non plus de lieux d'alimentation qui rentreraient dans nos critères qui sont implantés. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres initiatives, notamment l'accompagnement et la création de nouveaux lieux, de commande d'achat, etc. Et sinon, plein d'autres gens nous ont dit que les critères n'étaient pas assez restrictifs, et notamment ils pouvaient acheter des avocats en Mona, etc. Et du coup, ça choquait certaines personnes. Mais pour nous, c'est important. On a choisi de ne pas passer par un conventionnement par produit, par chose très précise, parce qu'on pense aussi que le conventionnement, c'est une manière de nouer une coopération et de sortir d'une compétition entre membres du système alimentaire alternatif. Et donc c'est bien ce rapport de force-là qu'on essaie de construire contre la grande distribution. Et du coup, pour nous, aller discuter produit par produit, etc., des fois, on préfère garder de la souplesse et emmener plus de gens avec nous, notamment plus de gens du système alimentaire, et du coup pour avancer sur cette chose. Vous me disiez, Dora, que les conventions n'étaient pas figées, qu'elles étaient révisables au fur et à mesure des remarques et observations des usagers. Oui, qu'est-ce que je ne sais plus. Effectivement, ah oui, ça m'échappe, je trouve plus ce que je voulais dire. D'accord. Je vous propose qu'on aborde le troisième point avant de passer aux échanges avec la salle. Le troisième point, c'était sur cette idée d'alimentation choisie. Donc c'est une alimentation en connaissance de cause et c'est une alimentation choisie. Donc je trouvais ça intéressant d'aborder les questions de la démocratie et de la recherche de consensus. Avec une question, c'est en fait comment on fait lorsqu'on voilà, là, comment on fait pour que, dans le cadre du conventionnement, on arrive à une alimentation choisie par tous et non pas par certains et contrainte pour les autres? Ça rejoint un petit peu l'idée de domination qu'évoquait Dominique Paturel. Comment on fait pour ne pas reproduire dans le cadre de ce système des rapports de domination? En gros, quand vous disiez, Gabin, que certains étaient un peu plus radicaux, voulaient aller vers des choses, mais qu'on est obligé de prendre en compte aussi tout le monde. Voilà, comment on fait pour créer ce consensus et sortir, éviter un rapport de domination de certains qui choisiraient pour les autres. Est-ce que qui veut répondre à... Allez-y, Julie. Je peux commencer. Du coup, oui, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment de légitimité.
Et ça me fait rebondir aussi sur le fait que la démocratie, c'est pas quelque chose qui se met en place d'un coup, c'est quelque chose qui se construit sur le temps. Et trouver un consensus, c'est pas simple, ça vient pas comme ça tout de suite. Il faut des désaccords, et s'il n'y a pas de désaccord, ça veut dire qu'en soi, il n'y a pas de mixité. Ça soit pas forcément, je parle pas forcément de mixité sociale, mais aussi de mixité d'avis. Et c'est cette mixité qui permet de travailler et au final de construire autour d'un consensus, d'un consentement aussi, et du coup d'avoir plus de démocratie, et éviter de reproduire des systèmes de domination qu'on ne veut plus voir. Allez-y, ceux qui veulent. Oui, je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, une alimentation choisie, mais par qui? Et nous, c'est vrai à Montpellier, on cherche toujours et on n'a pas la réponse exacte à cette question. L'illustration de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est 5 ans dans le comité citoyen à prendre des décisions, mais dans la caisse, il y a 500 foyers, il y en aura bientôt 1000, peut-être 2000. Et comment intégrer aussi toutes les personnes, toutes les exploitateurs et exploitatrices à la réflexion sur quelle alimentation on désire pour le futur et quel système alimentaire on veut. Ça, c'est un tour de force qui est très difficile à notre échelle à réaliser. Et je pense que des initiatives type Conscience citoyenne, etc., seraient beaucoup plus efficaces que nous, une caisse avec quelques salariés pour faire marcher tout ça. Allez-y. Ouais, peut-être juste pour illustrer un peu ce que vient de dire Gabin, là on travaille beaucoup sur une grille spécialisée dans la viande. Et c'est vraiment un sujet qui fait débat. C'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche, enfin ce qui est reproché à la SSA, c'est que on va pas nous imposer ce qu'on doit manger. Enfin, alors que c'est pas ça du tout. Déjà la MONA, c'est un budget qui est sacralisé, ça couvre pas l'entièreté des besoins alimentaires, c'est juste une partie du budget alimentaire qui est sanctuarisée en fait pour des achats en alimentation issue de l'agriculture durable. Et après, derrière, il y a toute une dynamique et du coup, c'est une question de posture après. Comment est-ce qu'on travaille ces questions-là où on n'est pas d'accord, on n'est fondamentalement pas d'accord au comité citoyen si la viande doit être conventionnée ou pas. Parce que du coup, ça tire sur des questions d'éthique, d'impact environnemental. Mais du coup, d'un autre côté, on ne peut pas imposer aux gens de ne pas acheter de viande. Donc on est traversé par ces courants-là. Et c'est tout le but de la démocratie alimentaire. C'est comment on arrive, in fine, à se mettre d'accord pour respecter les envies et les intentions de tout le monde et trouver un consensus qui aille à tout le monde. Et du coup, ça implique, juste pour rebondir, moi j'avais assisté à, là vous parlez d'un débat sur la viande, moi j'avais assisté à Lyon, à la Caisse Alim de Lyon, un débat sur le bio. En gros, entre ceux qui disaient bah il faut que ce soit bio parce que c'est ce qu'on veut favoriser, etc., privilégier, puis d'autres qui disaient bah oui, mais pour une même somme touchée par deux ménages, entre un ménage qui est en situation de précarité, un autre qui ne l'est pas, entre acheter son pain à 3 € parce qu'il est bio ou à 1,50 € parce qu'il est artisanal mais pas bio, pour le ménage qui est en précarité, ça fait une grosse différence. C'est 1,50 € qu'il pourra dépenser ailleurs. Donc c'est vrai que c'est des vrais débats et qui sont intéressants. Et du coup, ça me faisait juste deux trucs pour faire rebondir un peu Pour moi, derrière ça, il y a la question de la mixité sociale, c'est-à-dire que comment on fait en sorte que le comité citoyen qui va prendre les décisions soit représentatif de toute la population et qu'on ne reproduise pas les inégalités alimentaires dans ce système-là. Et puis, après, déjà, on peut partir là-dessus, sur la mixité sociale. Est-ce que c'est un sujet à Lorient, la représentativité, la mixité sociale C'était au début un objectif de moyens, en tout cas, de se donner les moyens de permettre cette représentativité-là. Ça a été globalement le cas au tout début. Je serais bien incapable de dire si c'est le cas aujourd'hui parce que le groupe il évolue et qu'on n'a pas reposé des questions d'entrée de critères sociaux ou de mixité, etc. dans ce cadre-là. Par contre, on essaye de travailler avec plein d'associations du territoire pour attirer des gens à qui on n'a pas l'habitude de parler, nous, à Cohérence, qui sommes en plus une association autour de la transition écologique, donc qui ne touche pas forcément tous les milieux. Par contre, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé comme objectif de la caisse, d'aller toucher. À Lorient, on a 4 quartiers prioritaires, c'est quasiment 70% de la ville qui est en quartier prioritaire. C'est un vrai objectif d'aller s'intégrer dans ces quartiers prioritaires. Mais c'est vrai que dans ceux qui sont dans l'évolution du groupe, ça fait 2 ans qu'on travaille, qu'on fait du jus de cerveau pour essayer d'aller vers cette caisse alimentaire. Et il y a eu beaucoup plus de mobilité dans des personnes qui sont
plutôt proches qui sont en situation de précarité, puisque elles ont trouvé du travail, elles ont moins de temps à disposition que d'autres parfois, et c'est parfois un peu plus compliqué de les, de les fixer sur du temps très long. Et je pense à ça parce que là, on est en train d'essayer de travailler à comment on intègre notamment un public étudiant dans ces caisses. Parce que là, pour le coup, c'est un constat, il n'y en a pas. En tout cas, chez nous, il n'y en a pas. Et de comment ce public-là, qui est très mobile, qui n'a pas beaucoup de temps, comment on leur permet d'accéder à cet espace démocratique aussi. Est-ce qu'à Montpellier ou à Toulouse, il y a eu cette réflexion sur la mixité? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour essayer de créer une représentativité, notamment sociale, au sein du comité? Alors oui, à Montpellier, du coup, la représentativité se situe à 2 niveaux. D'abord au niveau du comité citoyen, donc là on a eu une grande attention à ce que les 50 personnes qui discutent autour de la table soient, on va dire, représentatifs, quoi que ça veut dire, de la métropole de Montpellier. Et donc pour les dernières vagues de personnes qui sont rentrées dans le comité citoyen, il y avait un tirage au sort pondéré par je me souviens plus, le revenu, le quartier, l'âge et après tout un tas d'autres trucs aussi. Donc on a le niveau de diplôme. Donc on a vraiment essayé de faire un travail là-dessus et ça s'arrête pas là. C'est que il y a vraiment une attention qui est portée notamment par l'équipe d'animation que toutes les personnes réussissent à s'exprimer, à donner leur avis, parce que du coup si on prend une décision au consensus, faut que toute personne se sente autorisée devant 50 personnes à donner son avis, et ça c'est pas du tout évident si on maîtrise pas bien le français, si on n'est pas habitué, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment le travail de l'équipe d'animation qui est très important à ce niveau-là. Et après il y a la représentativité au niveau des expérimentateurs et expérimentatrices, des gens dans la caisse. Et là, donc pareil, pour entrer dans la caisse, on a fait un tirage au sort. Donc la dernière fois, c'était pondéré pareil par les quartiers et par le niveau de revenu. Et on se rend compte qu'on est plus représentatif qu'avant, mais en fait, il manque toujours des gens dans la caisse. On n'a personne, on n'a aucun patron du CAC 40, on n'a personne qui est ouvertement d'extrême droite, on n'a personne. Donc voilà, il manque un certain nombre de personnes qui viendront jamais à la caisse, et on le sait. Donc l'objectif, c'est pas d'être représentatif non plus de toute la métropole de Montpellier. On sait que ça c'est un leurre, c'est plutôt d'être représentatif au niveau des personnes qui prennent les décisions, et ça c'est quand même important. Et après, on voit qui on arrive à emmener dans notre projet et dans cette idée-là, quoi. Et Dora, vous... À Cadenet, pour recruter les membres de la caisse, ça s'est fait. On n'a pas vraiment mis de critères de revenus ni de profession, mais on a quand même veillé à ce que dans les. Donc on avait 33 membres au début, et il y a eu 23 membres qui ont été tirés au sort parmi des volontaires à qui on a demandé simplement de s'engager à participer à une réunion par mois pour continuer à la création du projet. Et on a voulu garder 5 places pour des personnes qui étaient en situation de précarité alimentaire qu'on a recrutées parmi ceux qui bénéficiaient de l'épicerie solidaire via le centre social de la mairie, et 5 personnes qui faisaient partie du collectif qui avait réfléchi 2 ans en amont avant la construction de la caisse. Après, c'est vrai que donc nous, on n'a pas un comité citoyen qui prend les décisions, puisque on travaille en autonomie. Il y a une réunion plénière tous les mois, et il y a des groupes de travail qui se réunissent un peu aléatoirement en fonction des besoins. On se rend compte quand même qu'il y a tout le monde ne vient pas aux réunions plénières, et on est un peu confronté à ce problème. Comment faire en sorte parce que malgré tout, il y a quand même des personnes qui viennent là parce que les 150 €, elles en ont besoin. Ils ne sont pas toujours disponibles, ou intellectuellement ou dans la pratique, pour participer aux réunions. Et c'est quand même un écueil. On ne sait pas bien comment les retenir. Je sais que dans certaines caisses, il y a eu une réflexion ou un débat sur est-ce qu'on rémunère les membres du comité citoyen, justement, notamment pour permettre à des personnes un peu plus précaires de venir, et c'est un temps rémunéré, parce qu'elles n'ont pas vraiment de temps et les moyens du bénévolat. Après, vous l'avez abordé, Gabin, il y a aussi l'idée il suffit pas de réunir les gens, faut que aussi, on sait très bien que selon sa situation, selon son capital culturel ou ses habitudes du monde associatif, on se sent plus ou moins autorisé, légitime à s'exprimer dans ce genre de cadre.
Et ce que je trouvais intéressant, c'était aussi la manière dont on essaye de libérer la parole, dont on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus de domination au sein des comités citoyens. Et dans le cadre, je sais qu'à Cadenet, vous avez mis des choses en place pour essayer justement de libérer la parole, notamment de la part de personnes qui ne se seraient pas forcément autorisées à la prendre. Ben, c'est surtout le travail en petit groupe. Déjà, l'apprentissage en commun, ça fait que ça nivelle un peu les différences et que on sait tous un peu de quoi on parle. Et ensuite, on fait souvent, j'ai dit que les apprentissages, ça se faisait sur trois séances. Et la séance de travail en petit groupe, ça permet à ceux qui ont des difficultés pour s'exprimer devant un grand groupe de pouvoir s'exprimer et exprimer leur positionnement de cette manière. Et le dernier point, c'était un petit peu la question du consensus. C'est-à-dire que voilà, on réunit des personnes, il y a toute une phase d'apprentissage, etc. Après, comment on arrive à obtenir du consensus pour définir des critères de conventionnement, malgré les disparités sociales, donc les besoins, les contraintes qui ne sont pas forcément les mêmes, et même les disparités territoriales, puisque vous disiez à Montpellier qu'effectivement, en fonction de où habitent les gens, aller chercher tel type de produit ou aller dans tel magasin, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Il y en a qui habitent très loin de cette offre-là. Voilà, comment on arrive à créer du consensus? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est du compromis? Vous arrivez à l'unanimité parfois? Comment ça se passe? Il n'y a pas de secret, hein, ça demande du temps. Lever les objections une par une, ça demande énormément de temps. Donc, et c'est ça la démocratie. Là, on est beaucoup sur les questions de mobilisation, par exemple. Ça fait 6 mois qu'on est sur ces questions-là. Enfin, quels critères choisir? Nous, on a la chance à Montpellier, c'est vrai qu'on a cette chance incroyable d'avoir du temps long. On sait qu'on est financé jusqu'à 2029. Ça change aussi énormément de choses. Ça enlève cette pression-là qui fait qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver et du coup qui crée finalement la confrontation. Nous, ça s'est un peu gommé par ce temps long et par le temps qu'on passe à lever les objections une par une. Pour ajouter, la démocratie, elle n'est pas parfaite. En fait, on fait aussi des compromis. Et donc, des fois, on pourrait dire c'est un consensus mou. Le principe, c'est toujours de dire que chaque décision peut être changée à l'avenir. Et du coup, il y a plein de gens qui peuvent accepter une décision, même s'ils ne sont pas pleinement d'accord avec cette décision, et qui se disent mais bientôt on y reviendra, on fera un état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a créé cette décision, quel effet ça a eu, et après on en rediscute. Et on fonctionne comme ça depuis le début. Il y a plein de choses qu'on a fait au début qu'on ne referait plus aujourd'hui. Et donc c'est ça, et oui, ça prend du temps. Ouais. Ouais, je peux rebondir. Toulouse, il y a un truc un peu particulier qui est que ça reste quand même une métropole assez grande et du coup on a divisé en 4 la caisse, donc nord, sud, est, ouest, avec chacun son comité citoyen qui prend des décisions indépendamment, en tout cas les uns des autres. Ce qui fait que déjà il y a une disparité territoriale. Notamment par exemple on peut faire des choix qui sont différents de conventionner tel ou tel professionnel à une partie du territoire en fonction des besoins de celui-ci. Notamment au nord, par exemple, il y a très peu de marchés de producteurs et de productrices. Donc on va plutôt conventionner des épiceries, ce qui n'est pas pareil qu'au sud, par exemple. Ensuite, nous, au niveau des décisions, ça se fait pas tant au consensus, mais au consentement. Et c'est pas plus facile. Mais disons que, étant donné qu'il n'y a pas forcément de disparité sociale en termes de volonté d'être en bonne santé, de consommer des produits locaux et qui sont bons pour l'environnement. Donc voilà. Est-ce que justement c'est intéressant, parce qu'à Montpellier, vous avez une caisse commune qui correspond à toute la métropole, et vous êtes en train de réfléchir aujourd'hui à éventuellement passer sur un système de caisses à des échelles plus réduites pour coller plus aux réalités locales. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est pas des plus petites caisses. Ça serait, dans l'idée, là, ouais, de l'étape où est-ce qu'on en est dans notre réflexion, c'est plus des comités de quartier. Mais du coup, la caisse, elle resterait à l'échelle de la métropole. C'est juste comment est-ce qu'on revient dans les quartiers, parce qu'on fait toujours le pari que si on concentre un nombre important dans une même localité de personnes qui ont envie de transformer, ça se transformera soit en créant une initiative, justement, soit en créant un rapport de force nécessaire pour faire changer les commerces existants, quoi.
Et juste pour compléter sur cette question de caisse par quartier, caisse sur la métropole, nous l'intérêt qu'on voit à avoir une caisse sur la métropole, c'est de prendre en compte le fait que les gens, quand on habite dans une métropole, on n'est pas figé sur un quartier, on bouge beaucoup, on se déplace, on travaille à un endroit, on vit à un autre, et du coup de réfléchir la caisse, du coup ce qui des fois crée des problèmes, mais de réfléchir la caisse à cette échelle-là, ça permet de prendre en compte la réalité qu'est le système alimentaire aussi, et de comment les gens s'approvisionnent l'alimentation, c'est pas forcément à côté d'où ils habitent. Est-ce que vous voulez rebondir, Pierre et Dora? Moi, je veux bien juste rebondir sur ce qui a été dit à un moment là par Montpellier sur la question de l'importance du temps long dans la démocratie, enfin comment on arrive à vraiment faire une vraie expérience démocratique, même si elle est imparfaite. À Lorient, là, la caisse, comme elle se dessine par les habitants et les habitantes, on aurait décidé pour eux, il y a 2 ans, en tant que chargé de mission d'association, en disant ok, on met un outil en place et puis après on va rajouter de la démocratie dedans. L'objet final aurait été complètement différent. Et c'est ce temps long, et c'est les échanges, et c'est les désaccords, et c'est l'expérience de la démocratie avec des tests de comment on décide ensemble, comment on construit ensemble, qui a permis d'amener à l'objet qui doit commencer en mai, quoi. Du coup, à Lorient, et vous avez fait un choix assez original, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, hein, peut-être que si je ne me trompe pas, plutôt que donc de financer l'achat, de donner de l'argent aux consommateurs pour qu'ils le dépensent, vous financez directement les fournisseurs qui mettent à disposition gratuitement l'alimentation produite grâce à cet argent issu de la caisse de l'alimentation. Pourquoi alors déjà, est-ce que j'ai raison, et pourquoi ce choix? Oui, bah le choix, ce qu'on disait, c'est quand on parle de transformation du système alimentaire, là, c'était de mettre en sécurité, on parle de sécurité sociale, c'est de mettre en sécurité les personnes qui produisent l'alimentation, d'abord, pour assurer cette capacité de production. Alors, c'est de mettre ce qu'on disait tout à l'heure, entre la partie salarié, les personnes, et puis la partie investissement en commun, pour mettre à disposition après de l'alimentation dans un lieu. Alors pour l'instant ce sera sûrement qu'un seul lieu, ce sera peut-être après un lieu mobile ou plusieurs lieux sur le territoire, où les gens vont venir se servir en fonction de leurs besoins. Et l'objectif de ça, c'est que, typiquement ce qui se disait tout à l'heure à Cannes, c'est que les 150 € ils ne sont pas forcément tout le temps dépensés, que des fois il y a des gens qui vont peut-être acheter pour aller jusqu'au bout de leurs 150 €. Et que plutôt ici on sort de cette logique de je viens acheter parce que j'ai 150 €, mais je viens me servir de ce dont j'ai besoin. Et peut-être que ce mois-ci j'aurai besoin de 70 € en fait, et peut-être de l'équivalent de 70 €, et que le mois prochain j'ai besoin de beaucoup plus. Parce que, je sais pas, c'est mon anniversaire et que j'ai envie d'inviter des gens chez moi, et donc j'ai besoin d'avoir plus d'alimentation à ce moment-là. Donc c'est vraiment sortir de ça, et ça permet aussi quelque chose d'autre. Il y avait l'exemple du pain bio, je ne sais plus qui l'a annoncé, à 3 €, et du pain on va dire durable à 1,50 €. Et ben là on sort de ça, puisqu'en fait il n'y a pas cette question-là pour les personnes qui viennent, elles se servent de vraiment ce dont elles ont choisi, de l'alimentation qu'elles ont choisie. Et alors, ce qui est à Cannes, c'est intéressant parce que vous me disiez que vous avez fait le choix de ne pas miser, en tout cas pour l'instant, sur la cotisation. Et vous me disiez notamment parce qu'on avait peur qu'on ait un petit village, enfin pas un petit village, on est à une petite ville, on n'est pas très nombreux dans la caisse de l'alimentation, on avait peur que du coup ça crée un rapport de domination par l'argent pour la suite. On n'a pas voulu faire la chasse aux riches, et effectivement, on a voulu jouer le jeu de faire comme si c'était acquis, de la même manière que quand on est dans la salle d'attente chez le médecin, on ne sait pas qui a cotisé plus ou moins, on est tous là, on a tous le droit de se faire rembourser nos soins, et on a voulu jouer cette carte-là.
Donc on n'a pas il n'y a pas de contribution financière de la part des membres, effectivement. Et du coup, c'est vrai que ça pose une question et qu'on me pose souvent quand je parle de la SSA, c'est comment faire en sorte que les ménages qui payent, en gros, si je comprends bien, donc chacun paye selon ses revenus, et dans le lot, il y a des ménages qui vont être à zéro, voire il y a des ménages qui peuvent être déficitaires entre ce qu'ils gagnent, ce qu'on leur donne à la fin du mois par rapport à ce qu'ils ont payé. Comment on fait en sorte que ce soit accepté en fait par ces ménages-là? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus à Montpellier notamment ou à... Oui, je peux y aller. C'est la question, si je résume, des personnes qui surcotisent, donc des gens qui donneraient plus. En fait, qui n'ont cotiseraient aucun plus intérêt financier, Ouais, voire qui pour le domaine. ont plus à perdre financièrement, de participer à un tel système. Comment? Alors aujourd'hui, les gens, du coup, nous, donc on leur a posé des questions. Et souvent, les retours, ils adhèrent à la proposition politique de la SSA. Et donc, eux, ça va être vraiment sur cette base-là, c'est souvent comme ils donneraient je sais pas, à Action contre la faim en Médecins sans frontières, et ben, du coup, ça fait c'est un peu les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu. Et il y avait notamment des échanges très intéressants. Il y avait par exemple, du coup, c'est des gens qui se vivent comme faisant un don. Donc en fait, ils attendent un contre-don. Et donc, il y avait par exemple des entretiens où des gens disaient, mais moi j'espère que les gens qui vont du coup manger avec l'argent que j'ai mis mangent bien des tomates bio et pas des avocats, parce que les avocats sont du Mexique, etc., etc. On avait ce genre de réflexions qui sont en fait, qui reproduisent la stigmatisation et les distinctions qui jouent autour de l'alimentation. Et donc ça, on n'en sort pas complètement. Ok. Vous voulez réagir? Oui, ce que je voulais dire, c'est que je dis qu'on n'a pas il n'y a pas de cotisation, de contribution sociale, puisque la cotisation, c'est un macro-système, et là, dans notre cadre, ce serait un tout petit truc. Mais ça a été, on a essayé de débattre avec l'ensemble des membres en réunion plénière, et on a fait des apports de connaissances donc sur la sécurité sociale et sur tout ça. Et on a essayé de faire un débat mouvant. On n'a pas réussi à ressortir un consensus, n'en parlons pas, mais même pas au consentement. On n'était pas mûr pour ça, et on ne sera jamais, parce que comme de toute façon on va avoir du mal à continuer au-delà de cette deuxième année, vu le manque de financement. Ben voilà. Et comme on privilégie le temps long pour prendre les décisions, effectivement, la démocratie, c'est le temps long. Et le temps long, ben nous, pour l'instant, on l'a pas vraiment. Il y a des trucs qui ne seront pas aboutis, mais on va essayer de continuer à militer. Si on ne peut pas continuer la caisse, on va essayer d'utiliser cette dynamique qui a été créée malgré tout pour créer autre chose sur le village. On ne sait pas encore quoi. Mais... Merci. Est-ce que je vous propose qu'on passe aux questions? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des questions parmi vous et qui se lancent? Hop. Bonjour, merci beaucoup pour les interventions, c'était passionnant. J'avais une question. Dans les outils démocratiques que vous avez évoqués, vous avez notamment évoqué des comités locaux de quartier à Toulouse, si je ne me trompe pas, quatre quartiers. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs, comment dire, de groupes de pairs ou de groupes en non-mixité que vous utilisez pour favoriser la prise de parole de certaines parties de la population sans qu'il y ait de jeu de domination sociale qui soit en place? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé ou que vous ne voulez pas utiliser même dans vos initiatives? Pour Toulouse en particulier? Tout le monde? Ok. Ok. Eh ben, je crois pas qu'il y ait de groupe en non-mixité. Il me semble pas. Je pense pas que ce soit une volonté de pas le faire. Pas du tout. Je sais pas quoi répondre. Enfin, comme je suis membre, enfin, j'ai pas réfléchi à tout ça, quoi. Juste, l'idée c'est d'utiliser des outils qui existent déjà aussi. Alors nous, la non-mixité, on n'a pas eu besoin pour l'instant. On est un petit groupe aussi, hein, pour l'instant aussi. Mais tout de même, il y a tous les outils de l'éducation populaire qui permettent de favoriser la parole, etc. Donc ça, on l'utilise au maximum.
À Montpellier, on n'a pas vraiment ces approches-là dans la gestion courante de la caisse. En tout cas, c'est pas intégré à la mode de prise de décision. Il y a l'équipe d'animation qui fait qui fait attention à ça, mais on n'a pas de groupe de mixité. Par contre, la recherche a beaucoup requiert beaucoup ce genre d'approche. Donc, il y a eu des focus group entre femmes sur le travail domestique des femmes et qu'est-ce que ça change sur le travail domestique. Il y a eu une non-mixité de revenus, on va dire. Donc, il y a des groupes qui échangent, animés par la recherche, sur qu'est-ce que ça fait d'être pauvre et d'être à la quête, qu'est-ce que ça fait d'être riche et d'être à la quête, etc., etc. Mais du coup, c'est pas dans la gestion. Une autre question. Bonjour, je m'appelle Mariella, je travaille pour la Caisse de l'alimentation de Lyon 8e et j'avais une question par rapport à l'impact sur les producteurs, puisque à Lyon aussi, on a dans la Caisse 70% des achats qui sont faits via la Caisse sont faits dans les 2 Biocoop conventionnés. Et donc on a encore une année pour expérimenter cette caisse, ça va faire la 2e année. Et on aimerait bien qu'il y ait plus de répercussions sur les producteurs locaux. Donc il y a quand même 13 producteurs et artisans sur 24 lieux conventionnés. On voudrait faire en sorte qu'il y ait plus d'impact économique pour ces producteurs. Et donc je me demandais, et d'ailleurs la question s'adresse à tout le monde, s'il y a des idées un peu pour faire en sorte que ça soit mieux réparti et que tout n'aille pas vers les 2 Biocoop. Parce que quand on voit le camembert des financements, on voit que ça fait une grosse part, c'est presque un financement direct pour les Biocoop. Donc s'il y a des idées là-dessus, on est preneur à Lyon. Je peux essayer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme Toulouse s'est territorialisé, c'est des questions qui se posent mais peut-être un peu moins, par exemple, dans le Nord où il y a peu de producteurs, productrices. Par contre, dans le Sud, je peux faire part d'une dynamique qui s'est mise en place. C'est que il y a beaucoup de marchés justement dans le Sud, puisque c'est un peu plus périphérique, peut-être un tout petit peu plus rural. Et il y a eu une volonté en fait des membres de donner moins d'argent au Biocoop, puisque c'est aussi ce qui se passe. Je crois qu'il y a 50-60% de l'argent qui va au Biocoop. 50 ? Ok. 50%. Et donc les membres de la Caisse Sud n'étaient pas d'accord et du coup se sont mis d'accord pour aider par exemple les personnes qui étaient à mobilité réduite et qui du coup ne pouvaient pas se permettre d'aller à droite à gauche chez chaque producteur, de s'entraider et du coup d'aller faire les courses pour les uns et les autres. Voilà. Alors nous, on est une petite caisse sur une petite commune. On a choisi de conventionner par produit, ce qui est peut-être pas possible à grande échelle, c'est bien possible. Mais en attendant, on se dit que effectivement, le fait d'avoir ces 3 taux de remboursement, par exemple au marché de producteurs, tout ce qui est légumes, production locale, enfin c'est pratiquement tout production locale, mais là c'est conventionné à 100% et c'est du bio. Et ça favorise les producteurs. Et en plus, au début, on conventionnait seulement chez les 3 partenaires, donc des commerçants et la MAP aussi, mais on a étendu sur le marché, on appelle ça des marchés de plein vent, je trouve ça très joli. Donc on conventionne aussi les achats des producteurs qui vendent aussi au magasin de producteurs, mais il y a des gens qui ne peuvent pas y aller parce que c'est un peu excentré ou parce qu'ils préfèrent aller au marché. Donc on conventionne aussi sur le marché les producteurs bio locaux. C'est un outil, un levier peut-être. Peut-être rapidement, s'il faut bien voir sur cette question, c'est que les épiceries, on va dire classiques, les épiceries bio ou même les autres épiceries, assurent une partie du travail alimentaire qui est en fait très important, qui est le stockage et la mise à disposition simple et à grande échelle de tout un tas de produits alimentaires. Et donc si ce travail n'est pas assuré par des lieux comme ça, il est soit assuré par le producteur qui se déplace, qui fait beaucoup de trajets et du coup qui vend peut-être ses produits sur le marché, ou il est soit attiré par les consommateurs et du coup c'est des gens qui vont au marché à des petits horaires et qui galèrent à ramener leurs produits, etc. etc. Et donc la question pour moi, pour vraiment répondre à ton interrogation, c'est de regarder comment les producteurs sont rémunérés dans ces lieux. Est-ce qu'eux, ils trouvent ça satisfaisant? Quels sont les producteurs qui sont rémunérés? Et pourquoi pas aller sur des systèmes de supermarchés coopératifs, enfin, magasins de producteurs, etc., etc., où on sait que les niveaux de rémunération sont souvent plus importants.
Oui, c'est une question qui prolonge justement la précédente. Ma question, c'était de savoir si dans les comités citoyens de mangeurs, en fait, vous associez les producteurs, parce que vous avez parlé à un moment donné de formation. Comment les gens, les citoyens connaissent les contraintes des producteurs, comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble à mieux améliorer l'offre. Là, vous avez parlé de la distribution. Effectivement, il y a des épiceries solidaires qui peuvent être une alternative à des institutions comme Biocoop, par exemple. Et donc, ma question, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les producteurs, ceux qui sont conventionnés, peut-être ceux qui ne sont pas encore conventionnés, sont associés aux décisions des citoyens. Un peu comme dans l'assurance maladie, à un moment donné, il y a aussi du conventionnement avec les médecins. Bon, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment ils travaillent pas, on ne peut pas dire qu'ils travaillent ensemble pour l'instant, mais c'est justement un des problèmes. Et donc ça pourrait le devenir si la SSA se développe beaucoup. C'est pareil, dans le temps long, nous on s'est un peu adapté. On espérait, je pense, comme tout le monde, avoir plein de producteurs, productrices et de personnes travaillant autour de l'alimentation dans les comités citoyens. Et il se trouve qu'on n'en a pas tant que ça. Donc il y a des séances, il y a des lieux qui sont trouvés, des temps qui sont trouvés, d'échanges, etc. avec eux, que ce soit de la visite de ferme ou des apéros avec les AMAP du territoire, etc., pour essayer de créer ce lien, qui est imparfait pour l'instant, mais qu'on essaye de travailler aussi. Ouais, à ce sujet-là, je me demandais, Dora, vous disiez que parmi les commerces conventionnés à Cadenet, il y a aussi le supermarché, un Spar. Je me demandais quelle était un peu la teneur des échanges avec le supermarché, parce que autant il y a des commerces qui sont plus ou moins en adéquation avec ce qui est demandé, autant un supermarché, une supérette. On s'est un petit peu mal compris quand on s'est entretenu au téléphone. J'ai dit qu'il y avait au moment avant la création de la caisse, on a consulté les différents commerçants, les différentes offres qu'il y avait sur notre village, mais on n'a pas retenu le SPAR. C'est-à-dire le SPAR, il n'a pas été volontaire pour participer avec nous à l'expérimentation. Par contre, c'est l'épicerie du village qui a été volontaire et qui nous disait que effectivement elle modifierait son approvisionnement si elle participait, s'il y avait des usagers de la caisse qui venaient à acheter chez elle. Elle était très volontaire pour modifier son offre, justement, grâce à ce conventionnement. Et en fait, en plus, comme on a différents taux de conventionnement, on conventionne à 30% des produits qu'on ne peut pas se procurer au magasin de producteurs, comme le café, les bananes. Si elle pouvait faire venir du bio, tu vois, on l'encourageait à ça. Et effectivement, elle aurait modifié son offre. Ok. Super. Merci. Nadège Madrol, le projet Tous à table à Trois-Bassins, à l'île de la Réunion. C'est un territoire hyper rural, donc toutes les questions là, qui viennent d'être posées m'intéressent particulièrement. Je me demandais si, Toulouse-Montpellier, on sait que c'est des villes, Lorient aussi, mais si le Cadenet, il y avait beaucoup de producteurs autour. Et c'est vrai que du coup, j'étais assez surprise que vous vous appuyiez sur finalement sur les commerçants pour toute la démarche avec les agriculteurs. J'étais assez déçue de la réponse de Lorient en disant on aimerait bien en avoir plus, mais voilà, on met en place des choses. Et puis ça résonne avec l'exposé d'introduction qui s'est terminé par les paysans étaient là au début, on ne peut pas faire sans les paysans. Et donc c'est clair qu'on ne peut pas faire sans les consommateurs. Et voilà, je pense que c'est une vraie démarche. Nous, on en est au tout début, à l'étude. Du coup, c'est pour ça que je prends vraiment tous les témoignages. Et s'il y a d'autres personnes qui sont en milieu rural et qui impliquent les producteurs, je suis preneuse des expériences. Et du coup, j'ai perdu mon fil, moi aussi. Voilà, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on l'a appelé Tous à table et l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Et pour l'instant, il y a aussi le patron du supermarché. C'est aussi une petite commune de 7000 habitants. Et donc, voilà, à voir, à suivre
Comment on arrive à impliquer tous ces partenaires autour de la table? Juste une petite précision, nous, sur l'implication des producteurs-productrices. C'est vraiment la question du temps disponible. Enfin, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, on leur demande de produire, si on leur demande de livrer, si on leur demande de commercialiser, si en plus on leur demande de venir à 100% dans ces temps-là, sachant que nous, aujourd'hui, on est sur quasiment une réunion par semaine, une réunion tous les 15 jours. C'est un engagement hyper fort. Et donc, du coup, l'idée, c'est de trouver des pas de côté pour quand même avoir cette implication-là, quoi. Donc elle n'est pas du tout absente, et elle est au contraire pensée au maximum avec eux, mais imparfaite. Ouais, je vais réagir aux deux. Oui, donc à Montpellier, même constat, évidemment, de demander à un producteur qui habite à 50 bornes de Montpellier de venir le samedi matin, une fois par mois, même une fois par semaine, en plein centre de Montpellier, évidemment, c'est compliqué. Donc on en connaît, il y en a un ou deux dans le comité citoyen, mais qui viennent très peu. Mais par contre, oui, donc on fait le même genre de démarche, type comité citoyen sur les fermes et les listes de fermes, etc., etc. On a aussi beaucoup de chercheurs qui, du coup, travaillent sur ces questions-là et nous aident. Du coup, l'idée pour améliorer ce côté-là, nous, c'est vraiment la caisse commune d'investissement, de donner un objet de démocratie, un objet de coopération aux producteurs, aux transformateurs, aux distributeurs de l'espace alimentaire. Et en fait, c'est un peu la même hypothèse qu'avec la caisse alimentaire. Il faut donner un objet de démocratie pour que les gens se mobilisent. Et ben là, du coup, on a du mal à mobiliser tous les acteurs du système alimentaire. Et ben du coup, on donne un objet de démocratie, on donne de l'argent, une caisse. Et du coup, l'hypothèse, c'est que ça amène des gens à se mettre autour de la table, à travailler ensemble, à coopérer. Bonjour, Dominique Roland, je viens de La Salle dans les Cévennes, 1200 habitants, donc un tout petit village. Nous, on démarre un petit collectif, hein, on est vraiment tout au début. Et moi, il y a une question que j'avais, alors qu'on n'a pas du tout posée, c'est le financement des caisses. Comment que ça se passe? C'est un peu le nerf de la guerre, hein, quand même. À Cadenet, on n'a aucun financement public. On a eu un premier financement par une fondation, c'est du mécénat en fait, une fondation Carasso qui nous a attribué 60 000 €. Et ces 60 000 €, on a calculé, si on remboursait 150 € par mois, on a calculé que ça nous permettait de le faire à 33 foyers. Et puis on a eu une rallonge, là encore de 60 000 €, mais c'est du financement public. On n'a aucun financement... pardon, du financement privé, on n'a aucun financement public. Et pas de cotisation, puisqu'on ne s'est pas décidé pour. Pour Toulouse, il me semble que, comme nous on a des cotisations, on est autofinancé, en tout cas par nos cotisations, à peu près 60%, 60-65 il me semble, et le reste c'est des cotisations publiques, même si ça va peut-être être amené à changer avec peut-être un peu de mécénat, etc. Ouais, métropole, je crois. Ouais. Et à Montpellier? Bah nous, c'est vraiment l'exception, donc peut-être que tu veux parler, Laurent. Nous, c'est exceptionnel. Nous, on a un deal avec l'État, donc 50% du budget de la MONA est financé dans le cadre du projet Terrasol par la Banque des Territoires. C'est le pourcentage qu'on a eu après la phase 1, en n'étant pas très représentatif, avec 47% des foyers qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. On était à 50% de contribution citoyenne dans la caisse. Et c'est ça qui a créé ce deal-là avec la Banque du Territoire. On a plein d'enjeux justement avec ces 50%. Comment est-ce qu'on fait pour justement montrer à la Banque du Territoire qu'après son désengagement, on puisse pérenniser la caisse. Donc on a une grosse réflexion sur le modèle économique des caisses, qu'on espère faire profiter à tout le monde. Donc c'est un travail qui est un peu en cours. C'est un choix politique en fait à la base. Il y a d'autres caisses qui ont fait le choix de ne pas dépendre du tout comme Cadenet de subventions. À Diolfi c'est la même chose. C'est juste que ça implique d'autres choses après derrière. À Diolfi la mobilisation elle est impactée par ça. Tant qu'il n'y a pas du budget qui est dégagé par des personnes qui surcotisent, il n'y a pas de place qui est ouverte à des personnes qui ont besoin d'un coup de main pour acheter une alimentation durable. C'est des choix politiques après. Et à Lorient, du coup, l'idée c'est plutôt d'aller vers une cotisation, en tout cas un pourcentage de
de participation, de cotisation des adhérents assez fort, et avec, on espère, un soutien au moins pour le démarrage, par contre, de l'expérimentation. Oui, moi je suis Claude Grosset, je viens de Joigny dans l'Yonne. On a fait une expérimentation. Ah, pardon. Bon, moi j'ai réagi là, en direct par rapport à ça, parce que donc Joigny c'est 9000 habitants, un bassin de vie de 30 000. Alors je ne sais pas si ça répond à la question de la copine de la Réunion, mais donc d'échanger. On est parti sur un travail sur le marché d'abord, et on était sur un montant de 50 € seulement, et on va passer à 65 avec des dons qui nous ont aidés à financer à moitié sur les 4 mois. Et là, on va avoir avec des financements publics où les dons vont plus représenter, et les cotisations ne vont plus représenter que 20% à peu près du budget. Sur 18 mois, la CAF et la MSA vont nous soutenir. Voilà, je tenais à dire ça. J'ai oublié la question que j'avais, mais j'étais dans le bain de ce qui vient de se dire là. Alors, il y avait une question à l'autre bout de la salle. Il me semblait effectivement, oui, que la question du financement, de est-ce que les cotisations des adhérents vont suffire ou pas à trouver une viabilité économique, et du coup, comment on peut faire participer d'autres acteurs. Il me semblait qu'il y avait aussi une réflexion sur les entreprises, la participation des entreprises. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez, ça fait partie de vos réflexions ou pas du tout. Il faudra se rapprocher de Morlaix, notamment. En Bretagne, il y a un projet de recherche-action porté par notamment Morlaix et Fougères. Bonjour tout le monde, Sarah Cohen, je travaille sur la caisse à Lime de Toulouse, du coup celle où Juline participe. Et en fait, c'est pas tellement des questions, c'était plus des petits points complémentaires. Sur le financement, le dernier mois, on était à 75% d'autofinancement, parce qu'on a aussi cette volonté d'augmenter notre taux d'autofinancement. Donc effectivement, notre objectif c'était 60, et on essaye de le faire augmenter au maximum pour être moins dépendant des subventions. Et voilà. Et après, il y avait sur comment flécher au mieux la monnaie alimentaire vers les producteurs. Enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Bien sûr, ce qui compte, c'est la rémunération des producteurs, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de producteurs qui vendent surtout sur des marchés. Enfin, il y en a, c'est tout leur chiffre d'affaires, c'est de la vente directe. Donc, il y a vraiment une attention à avoir sur comment on soutient ces producteurs. Donc, il y a eu effectivement des groupes d'entraide, mais il y a aussi ce qu'on a mis en place, c'est des équipes marché. Donc en fait, une personne qui connaît bien les producteurs sur un marché, notamment au sud où il y en a beaucoup, ou même à l'est, vers Saint-Michel, ceux qui connaissent Toulouse, va envoyer sur le groupe Signal ou WhatsApp de la caisse, je vais tel jour, telle heure sur le marché, si vous voulez, venez. Et ça fait des petites équipes, et comme ça, chacun se montre les producteurs qui sont conventionnés, dépenser les monnaies sur le marché, etc. Et après, j'avais un dernier point. Je ne sais plus sur quoi c'était. Ah oui, sur la participation des professionnels, qui a été abordé pas mal. Je pense qu'effectivement, en zone urbaine, c'est un enjeu qui est difficile à obtenir, parce que faire déplacer des producteurs qui travaillent déjà 70 heures par semaine pour des réunions, c'est compliqué. C'est aussi pour ça, et Juline, elle le disait tout à l'heure, qu'on a fait le choix, notamment sur le processus de conventionnement, donc là sur l'harmonisation des chartes de conventionnement des différentes caisses, qui est un processus qui est en cours aujourd'hui à Toulouse. Dans cette charte, donc, il y a à la fois les critères, mais il y a aussi les guides d'entretien, d'aller construire les guides d'entretien avec les producteurs, les épiciers, les artisans. Donc on fait des petites équipes de 2, 3, 4 personnes qui se déplacent et qui font ce travail avec les producteurs ou avec les autres types de pros, ce qui permet de leur éviter au moins ce temps de déplacement. On a aussi une commission, donc on a les comités citoyens, mais on a aussi des commissions interterritoriales, on va dire intercaisses, qui ont des fonctions de gestion de la nouvelle association qui a été créée, qui articule les 4 comités citoyens. Et on a une commission professionnelle conventionnée, donc, où on arrive à avoir entre 5 et 10 professionnels conventionnés tous les 2 mois qui viennent réfléchir à leur participation dans le projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Et enfin, on a les assemblées générales, bien sûr,
donc ces grands temps où tout le monde se retrouve et où les professionnels peuvent venir et alors ils viennent souvent pas très nombreux effectivement, mais il y en a toujours qui viennent et qui peuvent participer aux décisions, sachant que dans les statuts de cette nouvelle association, les professionnels conventionnés sont des membres de l'association. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question là-bas aussi. Ok. Hop. Bonjour, je suis Sophie Rousseau d'une petite association d'éducation populaire qui s'appelle La Bifurcation. J'avais des questions sur l'exclusion, la domination sociale, mais plus ou moins tout le monde voilà, a porté une réflexion et des réponses. Je pensais aussi aux autres acteurs qui sont sur nos territoires, c'est-à-dire les cantines. Bon, maintenant, elles sont prises par des grands groupes, Sogeres et compagnie, mais comment intégrer les enfants au travers voilà, de la cantine. Et après, sur la transformation, sur les conserveries. Et voilà, et après, il y a aussi les transports, je ne sais plus c'est qui a dit, voilà, ils sont à 50 km, voilà, comment ça peut s'harmoniser et comment on peut avoir cet axe de réflexion aussi. Donc vous avez entendu hein, sur les cantines et la transformation, les transports. C'est pas les comités citoyens qui vont régler tous les problèmes du système alimentaire. Non mais c'est important à dire. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire humblement, mais de façon très ambitieuse à Montpellier, c'est justement de la coopération pour transformer. C'est en s'associant avec plusieurs qu'on va arriver. Donc du coup, pour reprendre les exemples, les cantines, c'est bien la ville de Montpellier donc qui va amener ça comme problématique, qui va travailler avec le marché-gare pour pouvoir travailler les questions du dernier kilomètre de l'approvisionnement, mais qui va travailler avec Terracopa, qui est une scope, et qui va travailler sur le premier kilomètre. En fait, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher des alliances, des nouvelles alliances avec des gens qui existent déjà, en fait, on ne va pas réinventer l'eau chaude, pour mettre un peu plus d'intelligence, de pouvoir aux citoyens là-dedans, et voir comment on peut créer de nouvelles formes de solidarité. Donc on peut prendre tous ces problèmes à bras-le-corps, mais sauf pas tout seul, quoi. Oui, juste pour compléter sur Lorient, c'est quelque chose qui est réfléchi aussi, mais un peu à côté, parce qu'on ne peut pas aller sur tous les combats en même temps. Mais en tout cas, il y a une volonté du groupe de travailler sur l'ensemble du projet politique du service public de l'alimentation. Et donc, évidemment, la cantine scolaire, etc. Charlotte, du coup, je suis maraîchère et je fais partie du groupe de réflexion de la Caisse de Morlaix. Et du coup, je voulais rebondir sur le soutien aux producteurs. C'était en fait, moi, mon retour d'expérience en tant que paysanne, c'est pas forcément d'avoir des gens qui viendront dans le cadre de la SSA acheter les produits chez moi qui m'aidera en particulier parce que en fait, nous, on a les clients, mais par contre, c'est de revoir potentiellement les prix d'achat. Et donc, c'est là que c'est intéressant de faire intervenir les producteurs, de voir qu'est-ce que c'est que le vrai prix de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on dépend énormément de subventions, de crédits d'impôt qui, tous les ans, les 2 ans, peuvent disparaître un peu du jour au lendemain. Donc il y a vraiment cette question du prix qui est centrale et aussi de poser la question de est-ce que c'est vraiment la vente directe qui est intéressante, parce que pour beaucoup, passer par une coopérative ou des intermédiaires peut être intéressant. Il y en a beaucoup qui vous le diront et qui sont des petites fermes, des petits paysans, comme on les aime. Donc attention à ça et bien poser la question aux premiers concernés qui sont les paysans. Et du coup, j'avais une question pour Lorient sur la rémunération des paysans, sur le fait, l'idée d'inverser et de passer par la rémunération des paysans. Et qu'est-ce que vous appelez, enfin le salariat du paysan, qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que c'est juste, vous allez demander combien est-ce que vous vous rémunérez et nous on prend en charge ça? Ou alors ça veut dire toutes les charges que représente, enfin qui sont prises en charge par l'entreprise qui seraient prises en compte? Voilà. Alors il y a l'idéal et il y a ce qu'on va réussir à faire, mais l'idée c'est vraiment de venir poser, comme ça s'est posé dans certaines, au début des AMAP en fait, de dire en fait on vient décorréler l'aspect production et aléa de production du coup de la rémunération directe des producteurs en amenant plutôt un salariat, donc un salaire régulier qui permet de faire face à ces aléas.
à ces aléas. Pardon. Après, pour préciser exactement, dans l'idéal, oui, l'idée c'est de venir vraiment socialiser l'ensemble de la chaîne d'alimentation, donc de dire en fait, on aura des fermes en régie, des outils de transformation en régie qui permettent de produire cette alimentation qui aura été choisie démocratiquement. Donc là, on sort du statut, on essaie de complètement sortir du statut actuel de paysan-paysanne, comme il est aujourd'hui, et surtout qu'en fait, on se retrouve, même aujourd'hui dans certaines AMAP, où en fait la MAP fait qu'une partie de la rémunération du paysan ou de la paysanne, et en fait, ce qui va être mis dans le panier, c'est lié en fait à un prix de marché. In fine, c'est lié à un prix de marché parce que on va mettre un équivalent. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir de ça, quoi, et d'essayer de se dire, mais en fait, on rémunère quelqu'un pour qu'il produise. Quand il produit beaucoup, bah, tant mieux, ça amène beaucoup de choses, beaucoup d'aliments. Et quand il produit pas beaucoup, parfois parce que ça arrive, bah, ça permet de sécuriser tout ça. Mais évidemment, l'idée de sécurisation, elle n'est pas seulement sur le salariat, elle est sur l'ensemble. C'est comment on construit un modèle qui permet de sécuriser le foncier, la qualité de l'eau, la qualité des sols, l'ensemble des éléments pour une production durable. Après, il y aura ce qui va se commencer et la vision à moyen long terme. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Mon nom est Pierre Ozer de l'Université de Liège en Belgique, donc voilà, vous êtes un colloque international. Je voulais remercier les organisateurs et les personnes qui sont là depuis ce matin, parce qu'en fait, vous êtes une grande source d'inspiration pour nous en Belgique, et vous avez ouvert la voie, et donc nous, on est en train de regarder tout ce que vous faites, et on essaye de réappliquer ça en Belgique. Et donc, en évitant, enfin, on le fait quand même, hein, on trébuche, on doit tricoter, détricoter, bricoler, s'engueuler, refaire, voilà. Mais au final, ben, en fait, pour donner un exemple sur la question des cantines, ben, mon université a décidé, dès le 1er janvier, de reprendre la main sur ce qui était en fait filé à l'international, c'est-à-dire au privé. Et donc ça nous fait par exemple près de 5000 repas quotidiens qui sont faits uniquement avec des produits de la province, locaux, bio, etc., etc. Donc on reprend la main parce que ça fait plus de 10 ans qu'on met en place un écosystème qui, comme ça a été brillamment dit, repose sur la coopération, le partenariat. Et chacun de là où il est, c'est-à-dire avec son budget ordinaire, par ce partenariat fait de l'extraordinaire. Ce qui nous permet ensuite d'aller toujours plus loin. On a créé un festival il y a 10 ans qui s'appelle le festival Nourrir Liège, qui maintenant est répandu dans près d'une commune sur 2 en Wallonie. Ce qui permet systématiquement justement d'avoir cette approche sur la transition alimentaire avec une question territoriale, avec toujours l'idée de visibiliser ce qui s'y passe, c'est-à-dire rendre visible ce qui est invisibilisé par le système. Et donc tout ça nous permet en fait d'avoir une réelle empreinte sur nos territoires. Et alors, bien sûr, j'inviterai, quand vous voulez, nos amis français à venir en Belgique pour voir ce qui s'y passe, parce qu'en fait, c'est toujours bien. Le partenariat se fait également à cette échelle-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et merci à tous les orateurs d'aujourd'hui et de demain, et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des mains là-bas. Je profite juste d'être là pour donner le micro ici. Après, je viens. Oui, moi je suis Félix, partenaire d'approche de capacitation. Merci Pierre pour nous sortir aussi du franco-français, parce qu'effectivement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans les échanges. Merci pour l'invitation, merci pour tous les propos, leur structuration, les échanges depuis là où je suis et comment je parle et comment je m'approprie ce sujet. Donc moi, je vais parler de là où je suis et des approches de capacitation.
Puis je vais citer le poète, je chante très, très mal. Et je vais être un peu dans la provoque, mais c'est plus pour avancer ensemble, hein. Mais je vais chanter White is white. Et du coup, quand même, se dire que probablement autour de cet enjeu démocratique, parce que c'est un espace, un rare espace démocratique qu'on essaye de construire ensemble, des choses qui n'existent pas, en fait. Parce que c'est un espace où on peut se rencontrer avec nos différences et agir ensemble. Ben, dans ce rare espace démocratique, il me semble qu'il y a des gens qui manquent fortement et qu'on devrait mettre l'énergie pour les chercher. Moi, j'en vois au moins 2, mais souvent on fait ça dans les approches de capacitation. Qui est là et qui n'était pas là? Et super pour ceux qui sont là, mais surtout qui n'était pas là, qui manquait et comment on va les chercher et comment on transforme nos façons d'aller les chercher. Moi, je pense à 2 espaces. Je pense à capacitation citoyenne, par exemple. Camille, si tu veux, tu pourras nous en parler, dire un mot, qui sont des précaires qui sont à la manœuvre, et comme tu le disais Pierre, hein, on le sait partout sur le territoire, qui inventent déjà beaucoup de choses. Et donc, ben voilà, partageons nos expériences, nos savoirs, nos réflexions, qui sont peut-être un peu décalées aussi des nôtres, parce qu'il y a d'autres sujets en fonction. Moi, je suis un homme, par exemple, et ben, j'ai des sujets d'hommes en moi, mais je suis attentif au sujet des femmes. Mais je veux dire, en fait, ce qu'on vit pas, on peut l'avoir comme attention, mais on peut pas l'avoir viscéralement dans le ventre. Et donc, il me semble important d'aller, par exemple, chercher ce réseau et ces gens de précaires qui agissent et qui transforment leur territoire sur beaucoup de sujets, mais l'alimentaire, et l'alimentaire, je crois que ça s'appelle même fourchette, ils nomment les choses comme ils veulent. Et un autre réseau quand même, les quartiers populaires, quoi. Les réseaux des discriminés et oppressés par une société dominée par le mâle blanc, je vais le dire comme ça, et qui a encore des retours et des élans colonialistes. Et c'est pas grave, moi aussi je fais partie de ça, je suis blanc, je suis un homme, donc je porte ça en moi. Mais je pense que c'est dans l'interaction avec ces équipes qu'on pourra encore enrichir la dynamique. Merci. Hop, alors du coup, j'opère une migration. Peut-être juste pour rebondir vite fait sur ce qui a été dit avant, notamment par les Belges qui sont inspirés par ce qu'on fait ici. Moi, je voudrais dire à toutes les caisses aussi, n'hésitez pas à créer, à inventer, et pas. Enfin, c'est bien de regarder ce que font les autres, mais on est tous un peu une préfiguration de ce que pourrait être la SSA au niveau national. Et ce qui vous restera à la fin, quand on n'aura plus de subventions, plus personne n'en aura, ce sera ce que vous avez créé ensemble, ce que vous avez fait, l'espace de solidarité démocratique que vous avez créé. En fait, c'est ça qui restera à la fin, et la SSA, on verra quoi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation des 2 journées, c'est très intéressant. Je suis étudiante à AgroParisTech et ma question, elle portait... déjà, je souscris à la remarque de monsieur sur le fait qu'on n'est que des blancs ici. Et donc, oh, pardon. Je vais essayer de parler plus dans le micro du coup. Moi, ma question, elle portait sur vos liens avec la recherche, parce que je sais qu'à Montpellier, il y a des projets qui étudient l'initiative. Et je me demandais aussi, est-ce que la recherche, elle peut aider pour... stimuler la participation des personnes dans les réunions, etc., puisque c'est un des problèmes dans ce type d'initiative, en dédommageant les personnes, comme on en a parlé tout à l'heure, et aussi vos liens avec les pouvoirs publics au-delà des financements, parce que est-ce que les pouvoirs publics se saisissent des initiatives et pensent à des possibles changements d'échelle, et est-ce que ce serait même souhaitable d'avoir des changements d'échelle à l'échelle des villes entières? Voilà. Plusieurs questions, désolé. Vous avez bien entendu? Oui. Ok. Donc il y a la question de la recherche. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche qui suivent les expérimentations, c'est ça? C'est la première question. Je peux dire un truc rapidement sur la recherche. Bien sûr. Le projet à Toulouse, il a été suivi et hébergé aussi par l'INRAE. Et dans ce cadre-là, il y a eu pas mal de stagiaires, notamment du coup de recherche. Et je fais le lien avec ce que tu disais aussi sur démocratie, je crois que tu en parles un petit peu. Voilà, il y a eu un stagiaire en sociologie qui a étudié la démocratie au sein de la caisse, et du coup comment impliquer un peu mieux les participants et participantes. Voilà, c'est déjà sorti et tout, et c'est Léo Le Texier, ça s'appelle. Voilà, si jamais tu veux regarder. Nous, à Lorient, pour l'instant, on n'a pas vraiment de
de chercheurs qui nous suivent, mais on en cherche. si vous avez des contacts de personnes qui sont intéressées de travailler en Bretagne sur ces questions-là, on en cherche vraiment pour plein de raisons, pour des questions de légitimité aussi, de l'expérimentation, de représentation, de permettre de faire parler et d'avoir une certaine écoute après auprès de certains institutionnels, mais aussi pour nous, au sein de la future caisse, de remettre en question certains fonctionnements, certains échanges. On a juste eu pour l'instant la chance d'avoir un stagiaire de réseau Civam qui a permis de construire un chouette document qui s'appelle Comment construire la connaissance de cause, et que vous pouvez retrouver pareil sur le site de réseau Civam. Et donc juste sur Montpellier, on a pas mal de travaux de recherche, donc il y a un rapport de recherche qui est sorti sur la phase 1 d'expérimentation et qui étudie pas mal donc les changements de pratiques alimentaires, le travail domestique, qui est dans la caisse, qui n'était pas là, la question de représentativité, enfin il y a eu beaucoup de chercheurs qui sont penchés là-dessus. Et lien avec les acteurs publics, nous donc à Montpellier, on est pas mal en lien avec la mairie métropole, c'est la même personne, donc une majorité PS de droite avec des verts et des communistes dedans. Et donc les élus verts qui sont notamment délégués donc, à la politique alimentaire, agroécologique, etc., on est très en lien avec elles du coup. Et elles sont très à l'écoute de ce qu'on porte, et du coup la ville, dans son programme en 2020-2021, ils avaient prévu de faire un comité de soins d'alimentation qui du coup il s'est pas fait parce que du coup il y avait déjà l'initiative de caisse qui existait ici, donc on construit ensemble, et vu qu'on est au sein du même projet Terrasol, donc il y avait vraiment des grosses discussions et des gros apports. Ouais, pour préciser sur la place des collectivités, c'est assez intéressant ce qu'on arrive à faire dans le cadre de Terrasol, parce que du coup on est passé de partenaires financiers à partenaires opérationnels. On mène des projets aujourd'hui avec la ville et la métropole. C'est pas tous les jours facile parce que les rythmes sont différents, les enjeux sont différents. En ce moment avec les élections, c'est pas facile de travailler avec les collectivités, mais cette coopération-là, elle amène aussi que la métropole maintenant coécrit avec nous son prochain PAT. Enfin, du coup, ça amène aussi des choses qui sont intéressantes. Et c'était un peu aussi un des enjeux de la caisse, c'est comment est-ce qu'on arrive à co-construire de la politique publique. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'être à 50% du budget. On ne voulait pas d'une caisse qui soit autonome par les mangeurs, sinon ça aurait été inventé depuis super longtemps. On a besoin de politiques publiques qui accompagnent vraiment le changement. Et c'est une des façons de travailler avec les collectivités. Du coup, moi, je me permets de prendre la parole. Oui. Moi, je travaille pour la communauté d'agglo de Lens-Liévin, dans le Pas-de-Calais, et du coup, pour le PAT. Et du coup, on travaille avec la commune notamment de Los-Angoel, qui est très porteuse sur le sujet, et on aide une caisse qui s'appelle la Calienne, qui est portée par une association qui s'appelle les Anges Gardins. Et il se trouve que le PAT donc la CAL est très porté sur la lutte contre la précarité alimentaire. Notamment, là, cette année, on met en place beaucoup d'études et de diagnostics pour croiser l'offre de produits locaux et durables avec les besoins de l'aide alimentaire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, et on aide aussi la caisse alimentaire à capitaliser sur son expérimentation pour pouvoir aussi faire remonter l'impact en fait de ces caisses-là. Voilà. Merci, il reste 10 minutes. Je propose qu'on reste sur 2 dernières interventions avant de conclure. Bonjour, merci pour ces échanges. J'avais une question assez concrète. J'ai marqué qu'il y a énormément de personnes engagées dans ces projets. Et je voulais savoir la part de salariés qui travaillaient à temps plein et qui étaient rémunérés pour ça dans chacun de vos projets. Merci. Je vais répondre parce que tout à l'heure j'ai raté le coche. Chez nous, il n'y a pas de salariés justement parce qu'on n'a pas de financement public qui nous permette de le faire, et on travaille en autogestion. On a tous les membres qui participent aux réunions plénières qui ont lieu une fois par mois, et sinon et des groupes de travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas de salariés.
Nous, on est 3 salariés, pardon. Je voulais dire un truc important. Et on essaie justement de faire reconnaître par les financeurs, je ne sais pas si ça va marcher, parce qu'on a quand même, on est accompagné justement par une chercheuse, c'est le coach que j'ai raté tout à l'heure. On a une chercheuse en recherche-action depuis le début de l'expérimentation et même en amont. Et les financements, on essaye de faire valoir le critère engagement. Et notre chercheuse, elle a évalué le temps que ça représentait. Je crois qu'elle a évalué à un temps et un tiers temps plein. Un temps et un tiers temps plein, l'engagement global de chacun. Et on essaie de faire reconnaître ça pour obtenir un financement. On ne sait pas si ça va marcher. Hein. Je disais, nous, aujourd'hui, on est 3 salariés pour un équivalent temps plein. C'est que sur de l'animation. À Toulouse, il y a une salariée temps plein, une salariée pas en temps plein, je crois. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont de d'autres associations, mais dont une partie du temps travaillé est dédiée à Caisse Alim. Je ne sais pas en équivalent temps plein combien ça fait, mais voilà. Nous, on est 8, dont 5 qui sont embauchés directement par la caisse, et c'est un 5,6 équivalent temps plein. Les autres, c'est des mises à disposition. Bonjour, merci pour tous vos témoignages, et je crois que je suis la dernière. Merci pour toutes vos interventions, c'était trop chouette. J'ai 2 questions très très concrètes. La première, c'est pour Cadenet et Montpellier sur les caisses d'investissement. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de modalités différentes sur la place des producteurs et des productrices dans la gouvernance des caisses. Est-ce qu'ils ont un rôle consultatif, un pouvoir de décision, etc. Où est-ce qu'ils siègent, tout ça. Du coup, si la caisse d'investissement, c'est l'objet démocratique à destination des producteurs et des productrices, comment on intègre les citoyens et les citoyennes là-dedans, enfin les habitants et habitantes. Voilà, est-ce que ça fait partie des choses que vous avez déjà explorées ou pas encore? Et la deuxième question, c'était pour Lorient. Je ne sais pas à quel point vous projetez de socialiser l'entièreté de la production d'un producteur ou d'une productrice ou seulement une partie. Et si c'est seulement une partie, comment on gère l'articulation entre extraire une partie du marché et rémunérer, j'imagine, basé sur le temps de travail, vs avoir une autre partie de la production et comment on arbitre quelle est la proportion dans le marché et hors marché en fonction de ce qu'on rémunère. Voilà. J'ai pas bien entendu. Il y a une réverbération. Alors, il y avait la partie de quelle place pour les citoyens dans les caisses d'investissement qui sont destinées aux producteurs. Et la deuxième partie, c'était l'articulation, mais ça c'est pour Lorient. C'est si vous... Comment on dit déjà? Enfin, pardon. On m'entend bien là? Ok. C'est si vous socialisez une partie de la production et du travail, quid de l'autre partie qui est toujours dans le marché, quoi. On peut y aller pour la caisse commune d'investissement. À la base, on l'avait pensé comme vraiment l'objet justement des acteurs du système alimentaire. Et c'est-à-dire qu'on est en train de revenir un peu dessus parce que du coup, on trouve que c'est hyper intéressant de démocratiser les questions de l'investissement, à la fois sur l'objet qui est propre à la caisse, donc la caisse commune d'investissement, mais aussi dans le cas de Terrasol, il y a le COFASOL qui on coporte avec la métro pour des investissements qui sont beaucoup plus structurants et qui ne sont pas sous forme de subvention, mais bien des prêts à taux zéro pour des gros investissements. On est en train du coup de refaire un peu marche arrière en disant voilà, c'est pas que l'objet des producteurs, du coup cette caisse commune d'investissement, et du coup on s'est dit qu'on avait besoin de remettre le temps long et la dynamique surtout qui avait créé la caisse alimentaire commune, et donc reprendre ce truc là de un rendez-vous mensuel ouvert à tous, des partenaires, des producteurs, des citoyens qui sont volontaires, et faire ce chemin. Il y a un autre truc aussi sur cette caisse commune d'investissement, c'est que ça paraît un peu ovni parce qu'on ne se figure pas encore à quoi ça pourrait servir. Donc on avait besoin de débloquer aussi de l'argent pour dire, voilà, c'est plus facile de dire, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, plutôt que de dire, qu'est-ce que vous voulez faire pour savoir combien d'argent on a besoin de ramener. Donc voilà, on démarre. Le 24 février, on a notre premier apéro sur la caisse commune d'investissement, qui est du coup ouvert à tous. Merci beaucoup. Nous, la caisse d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, elle est financée par le montant que chaque membre n'a pas dépensé au bout de 3 mois. C'est-à-dire que chaque mois, la somme qui n'a pas été dépensée, elle est reportée sur le mois suivant, mais au bout de 3 mois, elle est versée dans la caisse d'investissement. Et on ne sait pas encore ce qu'on va en faire exactement.
Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Enfin, tu veux ajouter quelque chose? Non, je pourrais répondre aux échanges en perso après. D'accord. On arrive au bout. Il y avait une personne qui me demandait si tous les travaux de recherche justement qui ont été pour l'instant réalisés dans le cadre de vos expérimentations pouvaient être en ressources du colloque à disposition des personnes qui sont présentes. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci à vous 5, merci à tout le monde pour ces riches échanges. Je profite juste de 2 secondes d'auto-promo. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai publié 2 livres. Un qui s'appelle « Quand bien manger devient un luxe, en finir avec la précarité alimentaire » aux éditions de l'Atelier. Et un autre qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur l'alimentation » également aux éditions de l'Atelier. Voilà, il y a certains exemplaires qui sont à libre disposition ici, et sinon c'est en librairie.